Bonjour à tous et bienvenue à notre 4e webinaire, donc Corridor alternatif, enjeux juridiques des échanges Asie-Europe. Pour ce rendez-vous, nous attendons un petit peu plus de 50 participants. Et donc, avant de démarrer, les petites consignes habituelles. Vos micros vont être désactivés et seuls les intervenants auront la parole. Afin d'éviter quelconque bug, nous vous invitons, et c'est préférable, à couper vos caméras. Durant la conférence, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat de l'application. Pensez à indiquer le nom de l'intervenant auquel vous vous adressez. Les réponses seront traitées à l'issue des interventions, donc à partir de midi. Ce webinaire est enregistré, sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez le lien prochainement. Donc voilà, je vais laisser la parole à Frédéric Letac, mon collègue. Frédéric. Merci Marilyn, merci Marie, Christina et à toute l'équipe de l'IDIT. Pour ce nouveau séminaire, Marilyn, tu viens de l'annoncer, qui a pour thème donc les corridors alternatifs, les enjeux juridiques des échanges Asie-Europe. Alors, corridor alternatif, c'est un peu plus large que ce qu'on appelle classiquement et ce qu'on appelait jadis les routes de la soie, puisqu'on va voir que maintenant, on envisage ou on peut également envisager des routes un peu plus au nord par voie maritime que les routes de la soie traditionnelles. Voilà. Marilyn, tu as annoncé que c'était le 4e webinaire de l'IDIT, donc si vous êtes tous les bienvenus derrière votre écran, c'est que bien sûr vous connaissez l'IDIT. Alors, on m'a demandé de présenter en 30 secondes, 1 minute l'IDIT. L'IDIT, vous savez que c'est l'Institut du droit international des transports, donc une association qui existe depuis 69 et qui a pour but de réaliser des études dans le secteur juridique, alors jadis des transports, presque je dirais au sens strict du terme, aujourd'hui de la mobilité en général, donc mobilité des personnes et des marchandises. Et pour ça, nous participons régulièrement à des études avec souvent des partenaires, des organismes tels que LSN, Logistique Seine-Normandie, Aropa, etc. Je ne présenterai pas, bien sûr, toutes les études qui sont nombreuses sur lesquelles toute l'équipe de l'IDIT travaille en permanence. Mais outre ces études, l'IDIT est aussi un centre d'information. Et c'est pour ça que jadis, on organisait des clubs sur Paris, Rouen, Le Havre ou ailleurs. Et aujourd'hui, ces clubs sont devenus, avec malheureusement la pandémie, des webinaires. Donc, on a eu des webinaires déjà sur le Brexit, sur le statut des plateformes d'intermédiation. Et aujourd'hui, ce nouveau webinaire donc, sur les corridors alternatifs, donc plus large que les routes de la soie. Voilà. Je voudrais présenter nos 3 intervenants, en commençant par Kristina Yugatova. Kristina Yugatova est une permanente de l'IDIT aujourd'hui. Elle est chargée d'études depuis 2018. Et comme vous l'imaginez, à la consonance de son nom, c'est notre spécialiste des pays de l'Est et de la Russie. Donc, merci Christina, qui a bien sûr s'est portée volontaire pour présenter les enjeux juridiques des échanges Asie-Europe. Et elle abordera les aspects de transport par voie terrestre. Ensuite, bien suivront 2 enseignants que je remercie d'avoir d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Laurent Feddi, excusez-moi. Donc Laurent Feddi est docteur en droit maritime. Il est enseignant à Kedge Business School à Marseille, donc école de commerce, grande école de commerce, prestigieuse dans le sud de la France. Donc nous l'avons à l'écran en visioconférence.
Et il sera accompagné d'Olivier Faury. Olivier Faury est également professeur en logistique et transport à l'EM, donc Normandie, Business School au Havre. Voilà, tous les deux aborderont l'aspect transport maritime. Donc voilà, sans plus attendre, eh bien, je vais laisser la parole à Christina pour nous présenter les enjeux juridiques donc par voie terrestre de ces corridors alternatifs. Merci, monsieur Le Tac. Bonjour à tous. Nous allons aborder les corridors terrestres des routes de la soie. Projet pharaonique lancé par la Chine en 2013. Ce projet a pour ambition de faire renaître les routes de la soie, communément appelées BRI, Belt and Road Initiative, notamment pour désenclaver l'ouest du pays qui n'a pas d'accès direct à la mer et pour faire face à la surproduction du pays. Dans ce webinaire, il s'agit de voir de la faisabilité de ce projet à l'aune du droit des transports. Nous présenterons le droit international du transport ferroviaire, grand gagnant de cette initiative, et le droit international du transport routier, qui pourrait prendre le relais du transport ferroviaire, là où les infrastructures du fer s'arrêtent. Enfin, nous évoquerons l'évolution du droit chinois, qui se doit d'être à la hauteur de l'offensive de partenariat qu'il propose. Non, restez sur ce diapo, merci. Excusez-moi, diapo précédent, s'il vous plaît. Je me suis trompée. Alors, le long de ces routes de la soie terrestre, 3 conventions internationales peuvent recevoir application. Excusez-moi, je me suis trompée, diapo suivant. C'est là, j'ai déjà dit. Voilà. Alors, le long de ces routes de la soie terrestre, 3 conventions internationales peuvent recevoir application. Les règles uniformes CIM, qui font partie de la convention COTIF, applicables au transport ferroviaire international, majoritairement en Europe. La convention SMGS, également applicable au transport ferroviaire international, mais cette fois du côté de l'Asie centrale et en Eurasie. Et enfin, la convention CMR, applicable au transport routier, cette fois, et à l'échelle internationale. Il est applicable dans toute l'Europe et dans une grande partie de l'Asie. Donc, sur la carte, c'est un peu complexe, mais on peut voir que dans la partie verte, les pays appliquent la CIM et la CMR. Et en partie bleue, ils appliquent les 3 conventions, la COTIF, la SMGS et la CMR. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la route par fer n'est pas un mode concurrent au maritime ou à l'aérien, mais consiste en fait en un bon compromis. Il se situe entre le transport aérien qui est rapide mais cher et le transport maritime qui est lent mais le moins cher. Environ 2 fois plus cher que le mode maritime, le transport par train permet de réduire les délais de transport puisqu'il faut compter aujourd'hui seulement 2 semaines pour un transport de Chine vers l'Europe de l'Ouest. Et ce, tout en ne représentant que 20% du prix d'un transport aérien pour le même parcours. Le rôle de l'Allemagne est central, puisque c'est à Duisbourg qu'aboutissent la plupart des trains en provenance de Chine. La France n'est pour le moment pas un acteur majeur de ces routes de la soie, puisqu'à part Lyon, elle n'a pas de liaison ferroviaire directe avec Duisbourg. Cependant, la ville de Dourges reçoit plusieurs trains par mois en provenance de Chine, et depuis plus récemment, Valenton. Donc Dourges, c'est au nord de la France, et Valenton, dans la région parisienne. En tout état de cause, les nouvelles routes de la soie au niveau ferroviaire proposent 3 corridors, nord, milieu et sud. Vous pouvez les voir en vert, en orange et en violet sur la carte. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, par contre, ce mode de transport conserve quelques particularités à cause des différents écarts de rails à travers le monde. Cela entraîne des goulets d'étranglement aux frontières où les conteneurs doivent changer de train et de transporteur en raison des différences d'écartement des rails. Alors, vous pouvez voir sur la carte de gauche les différents écarts de rails qui existent à l'échelle mondiale. Donc, pour la Chine et l'Europe, c'est le même écartement de rails. Donc là-dessus, pas de souci. Par contre, on voit que pour l'Asie, c'est un écartement de rails différent. Et là, ça pose problème. Ça pose problème. Pourquoi ? Parce que quand on regarde sur la carte de droite, je me suis permise de rajouter des étoiles vertes. Alors, ces étoiles vertes, elles représentent quoi ? C'est les points de rupture d'écartement des voies. Et c'est là qu'il y aura des ruptures de charge, des changements de transporteurs et des changements de train.
pour que les marchandises puissent continuer leur chemin. Voilà, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, dans le cadre des RUCIM, le transporteur est responsable de plein droit. C'est une responsabilité assez classique chez les transporteurs. Il est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et à l'avarie de la marchandise survenue entre la prise en charge de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que du retard. Il s'agit bien d'une obligation de résultat. Le transporteur ne peut pas invoquer une absence de faute. Cependant, le transporteur est déchargé de cette responsabilité s'il apporte l'existence d'une cause d'exonération. Par exemple, une faute de l'ayant droit des marchandises, vice propre de la marchandise ou encore force majeure. Outre ces cas d'exonération, le transporteur peut également invoquer des causes d'exonération dites privilégiées. Ces causes privilégiées vont entraîner un renversement de la présomption en faveur du transporteur. Lorsque le transporteur établit que le dommage, étant donné les circonstances de fait, a pu subvenir d'une de ces causes, par exemple absence ou défectuosité de l'emballage, transport effectué en wagon ouvert, etc., il y a présomption qu'il en résulte. Il s'agit toutefois d'une présomption réfragable puisque l'ayant droit peut encore combattre celle-ci en établissant à son tour que le dommage n'a pas eu pour cause l'un de ces risques. Cette responsabilité de plein droit n'est cependant pas illimitée puisque la réparation est plafonnée à 17 unités de compte par kilogramme manquant ou endommagé de masse brute, sauf dol ou faute inexcusable, terme qu'on utilise chez nous. L'indemnité est alors déplafonnée et le transporteur doit rembourser intégralement le préjudice indemnisable. Concernant la prescription, enfin, elle est d'1 an ou de 2 ans en cas de dol ou de faute inexcusable. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, la SMGS, quant à elle, est applicable dans la plupart des pays d'Asie. Vous pouvez le voir en violet sur la carte. On voit parfaitement sur cette carte les limites des champs d'application des deux conventions. En vert, la CIM, en violet, la SMGS, avec en jaune, au milieu, les pays qui appliquent les deux conventions simultanément. C'est possible aussi. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, est-ce que la responsabilité du transporteur appliquant la SMGS est la même que celle du transporteur qui applique la CIM ? Oui et non. On peut dire que dans les questions de fond, une certaine concordance a été constatée entre les deux systèmes. Mais en fait, il existe aussi des divergences majeures. Alors, le transporteur est bien redevable d'une obligation de résultat, une responsabilité sans faute. Là, ça ne change pas. Par contre, il bénéficie d'une longue liste d'exonérations possibles. Il bénéficie d'exonérations générales, semblables au transporteur CIM, comme nature de la marchandise, faute de l'expéditeur et du destinataire, force majeure, chargement effectué par l'expéditeur ou le destinataire, ou encore emballage insuffisant, etc., etc. Mais il bénéficie aussi d'exonérations particulières en cas de perte, par exemple, scellé toujours présent et absence de signe extérieur que l'unité de transport a été forcée. Il bénéficie aussi d'exonérations particulières en cas de retard. Et cette liste n'est pas exhaustive. La convention SMGS comporte 3 pages d'exonération possibles. Donc voilà, la liste est longue et il y a de quoi faire. En ce qui concerne les limitations d'indemnisation, là, ça devient intéressant parce qu'il n'y en a pas. Le transporteur est tenu d'indemniser le dommage réel. Il s'agit là d'une différence très importante puisqu'une réparation intégrale est due. Alors que dans la plupart des conventions internationales sur les transports, des limitations légales de réparation existent, que ce soit en fer, en maritime, en routier. En Europe, les chargeurs tentent de prouver un dol ou une faute inexcusable pour se faire indemniser du préjudice réel. Eh bien, en transport sous SMGS, pas besoin. Autre particularité, en ce qui concerne la prescription cette fois sous la SMGS, elle est assez originale. Elle est de 2 mois en cas de retard et de 9 mois pour tous les autres cas. Donc, en pratique, il ne faut pas attendre pour faire les démarches, quoi. Ce n'est pas une fin de non-recevoir, hein. Il s'agit bien d'une prescription. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors là, les choses vont se compliquer un petit peu. Comment s'articulent les deux conventions entre elles le long des routes de la soie ?
Alors, il y a un terme important à connaître, c'est le lieu de réexpédition, qui est en fait la frontière entre les deux régimes de transport SIM et SMGS. C'est une frontière légale invisible qui délimite le champ d'application des deux conventions. Autrefois, l'utilisation de deux lettres de voiture était requise, une pour la SIM et une pour le transport SMGS. Cela engendrait notamment des erreurs lors de la retranscription des informations d'une lettre de voiture à une autre, sans même parler des délais de traitement plus importants au lieu de réexpédition. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, cependant, la mise en place d'une lettre de voiture SIM SMGS par le CIT, Comité international des transports ferroviaires, a visé un transport de bout en bout sous une lettre de voiture unique. Le CIT a également édicté un guide à l'attention des transporteurs qui est une sorte de circulaire d'application de cette lettre de voiture. Ce double régime est ainsi amoindri puisque encadré par une lettre de voiture unique qui régit le transport de bout en bout. Cette lettre de voiture hybride disponible depuis 2006 offre des avantages notables à ceux qui l'utilisent par rapport à ceux qui, pour quelque raison que ce soit, recourent toujours pour leur transport à deux lettres de voiture distinctes. Avec l'utilisation de cette lettre de voiture, la particularité consiste notamment dans le fait que, par exemple, pour un transport Chine-Union européenne, vous pouvez le voir sur le haut du schéma, l'expéditeur selon le contrat de transport SMGS au départ de Chine est simultanément le destinataire de ce contrat et également l'expéditeur selon le contrat de transport SIM au lieu de réexpédition. En fait, les trois acteurs que vous pouvez voir en rouge en haut du schéma sont en fait la même personne. Cela fonctionne aussi dans le sens inverse, bien sûr, pour un transport Union européenne-Chine. En ce qui concerne par contre le régime de responsabilité des transporteurs, chacun demeure soumis aux règles de responsabilité que nous avons déjà évoquées. Cependant, les deux conventions comportent une règle originale qui s'appelle la présomption de dommage en cas de réexpédition. Je m'explique. Lorsque le transporteur, qu'il soit soumis à la SIM ou la SMGS, prend en charge la marchandise au lieu de réexpédition sans émettre de réserve, alors il est présumé que le dommage constaté à la livraison s'est produit sous l'empire du dernier contrat de transport. C'est pourquoi il est important d'émettre des réserves lors de la prise en charge de la marchandise au lieu de réexpédition pour, au besoin, prouver l'antériorité du dommage. Alors, c'est une règle assez dure pour les transporteurs, mais en fait, cette présomption de droit a pour but de faciliter la situation du destinataire final lésé pour ne pas qu'il soit obligé d'aller rechercher un transporteur à l'autre bout du monde. Enfin, le CIT a élaboré les conditions générales de transport Eurasie, appelées CGT Eurasia, sorte de contrat type non contraignant. Les transporteurs sont invités à les utiliser afin d'harmoniser les deux systèmes de responsabilité. Elle vise à instaurer par voie contractuelle des conditions uniformes de responsabilité des transporteurs. Le but ultime est d'aboutir non seulement à une lettre de voiture unique, mais aussi à un régime de responsabilité unique afin de mettre fin au système réseau. Alors, qu'est-ce que le système réseau? C'est quand chaque transporteur est responsable conformément à son propre régime. C'est une source d'insécurité juridique lorsque chaque transporteur a des règles de responsabilité différentes. L'indemnisation ne sera pas la même en fonction des exonérations et des plafonds d'indemnité de chacun. Cependant, à l'heure actuelle, ni les CGT, ni le guide de la lettre de voiture SIM SMGS n'ont de valeur légale, mais seulement incitative. Les parties peuvent uniquement en faire usage de leur plein gré. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, passons maintenant au transport routier international. Il est appliqué par une majorité des pays européens, mais également par une majeure partie des pays de l'Asie centrale. Là, vous pouvez regarder sur la carte, tous les pays appliquent la CMR. Après, il y a des protocoles différents que certains pays appliquent ou pas, mais dans tous les cas, la CMR de base qui régit la responsabilité du transporteur, elle est applicable par tous les pays européens et par une majeure partie des pays de l'Asie. On voit que la Russie l'applique, le Kazakhstan l'applique. Voilà. En fait, quasiment tous les pays le long des routes de la soie l'appliquent, sauf la Chine. Ah oui, sinon, ce serait trop simple. Bon, ici, il n'y a pas de dualité de régime, donc ce qui est plutôt intéressant, parce qu'il n'y a pas de conclusion possible comme en ferroviaire, vu qu'il y a les deux conventions SIM et SMGS. Mais
Sachant que récemment, la Chine a adhéré à la convention TIR. Alors, qu'est-ce que la convention TIR? C'est un régime douanier conçu pour faciliter le mouvement des marchandises en transport routier international. On peut espérer qu'elle finisse par appliquer la CMR. Alors, si aujourd'hui, un transport routier de bout en bout est difficilement envisageable, il peut être judicieux pour un préacheminement en vue d'une prise en charge par un transporteur ferroviaire ou pour un post-acheminement qui fait suite à un transport ferroviaire. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pourquoi un transport routier de bout en bout semble peu envisageable? On peut se demander quel intérêt d'utiliser des camions qui finalement peuvent embarquer peu de tonnage alors que le train permet d'en emporter un plus grand nombre. Le coût du transport de ces marchandises doit s'en ressentir. Mais à mon sens, il peut être envisageable si les pays le long des routes de la soie autorisent l'utilisation des trains routiers. Alors, qu'est-ce qu'un train routier? C'est la possibilité pour un chauffeur routier de prendre en charge plusieurs remorques à la suite, un peu à la manière d'un train. Vous pouvez la voir sur la photo en haut à droite. À quel pays je pense précisément? À la Russie. Une grande partie des routes de la soie, notamment la route terrestre du Nord, est effectuée sur son territoire. Alors, si on pouvait transporter plusieurs remorques par un camion, au moins jusqu'aux portes de l'Europe, là, ça pourrait devenir plus intéressant. Alors, la question, est-ce que la Russie autorise ce procédé? Eh bien, non. Pourtant, une nouvelle ordonnance du gouvernement, qui date de moins d'un an, du 21 décembre 2020, vous pouvez le voir sur le diapo, est venue remplacer la réglementation routière antérieure, mais pour autant, l'autorisation tant attendue par les chauffeurs routiers russes n'est pas venue. La longueur des tracteurs et des remorques reste plafonnée à 20 mètres et pour le poids, c'est maximum 44 tonnes pour 6 essieux. Alors, vous pouvez voir sur l'image en bas à droite les limites imposées par la réglementation russe. Bon, le poids total, il est indiqué 40 tonnes, mais c'est parce que en fait, le camion a 5 essieux, mais s'il y a 6 essieux, c'est 44 tonnes maximum. Alors, si notre grand ami Vladimir Poutine pouvait autoriser ce type de transport au moins le long des routes transsibériennes qui sont en retrait des agglomérations, ce serait pas mal. Une remarque, cependant, ces dernières années, des routes sont en train d'être refaites tout le long du transsibérien. Le chantier est gigantesque et hasard ou pas, elles ont commencé quelques années après l'annonce du projet des nouvelles routes de la soie. C'est que l'État russe doit bien y trouver son intérêt quelque part. Donc, affaire à suivre. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, nous retournons maintenant sur la CMR. Tout comme les autres transporteurs, le transporteur routier est responsable de plein droit. Il ne peut pas se désengager de sa responsabilité en invoquant une absence de faute si un dommage se produit. Étant donné que pèse sur lui une responsabilité de plein droit, il peut en revanche prouver que le dommage d'espèce est imputable à une cause d'exonération. Donc, faute de l'ayant droit, vice propre de la marchandise, force majeure, donc classique. Il peut également rapporter la preuve de l'existence d'un risque particulier, défectuosité de l'emballage, emploi de véhicules non bâchés et ouverts, manutention qui n'a pas été exercée par le transporteur lui-même, etc. Mais l'ayant droit des marchandises peut toujours prouver que le dommage n'est pas issu de l'un de ces risques. Concernant la limitation d'indemnisation, elle est de 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant ou endommagé. Et pour la prescription, elle est d'1 an ou de 5 ans en cas de faute, en cas de dol ou de faute inexcusable. Et pareil pour les limitations d'indemnisation, je ne l'ai pas précisé, si un dol ou une faute inexcusable est prouvée, alors il n'y aura pas de plafond d'indemnisation, le transporteur devra indemniser le dommage réel. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, nous allons maintenant se pencher sur la Chine, sachant que ce sera le pays expéditeur des marchandises. Dans certains cas, des litiges liés au transport, ils atterriront forcément. Les destinataires européens ne devraient en principe pas être trop confrontés aux juridictions chinoises, puisqu'il leur suffira d'actionner le dernier transporteur, qu'il soit soumis à la CIM ou la SMGS, ou d'actionner le commissionnaire de transport qui a organisé le transport, si jamais il y en a un. Le risque est par contre plus important lorsqu'un transporteur, un commissionnaire de transport ou un assureur qui ont indemnisé l'ayant droit des marchandises recherchent la responsabilité d'un éventuel responsable chinois qui serait à l'origine de ce dommage. Parce que oui, obtenir gain de cause devant les tribunaux européens, c'est très bien, mais ce n'est pas partie gagnée, puisque si le responsable chinois n'exécute pas la sentence spontanément,
il faudra passer par une exécution forcée en Chine, qui est une toute autre procédure. Cette procédure peut effrayer et devenir un obstacle majeur face au développement des nouvelles routes de la soie. Alors, quelle garantie offre la Chine quant à l'exécution des décisions de justice occidentale sur son territoire? Alors, pour qu'une décision puisse faire l'objet d'une exécution forcée, elle doit être valablement notifiée aux parties adverses. Pour cela, deux conventions sont applicables, la Convention de la Haye de 1965 et l'accord sino-français d'entraide judiciaire de 1987. Alors, il y a encore quelques années, la Chine était très frileuse face aux exécutions forcées sur son territoire. Elles étaient finalement assez rares. Cependant, la Chine a dû se rendre compte que les réticences à admettre le droit étranger et les décisions de justice étrangère sur son sol n'étaient pas à la hauteur de l'offensive de collaboration qu'elle promeut à travers son projet de nouvelle route de la soie. Parce que oui, on peut se poser la question. Qui souhaite participer à un projet aussi ambitieux émanant d'un pays réfractaire à collaborer sur le plan juridique? C'est pourquoi, face à la nouvelle donne, des changements sont en cours. La Chine s'efforce de combler ces lacunes et à cette fin, diverses mesures ont été prises. Alors, une évolution majeure consiste dans le fait d'avoir rendu les décisions de justice accessibles en ligne, et ce, concernant toutes les décisions. Depuis 2014, les juridictions chinoises ont l'obligation de publier leurs décisions sur un site officiel, ce qui permet de mieux appréhender la justice chinoise ainsi que son évolution. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne les autres avancées, en 2015, la Cour populaire suprême a publié des opinions en vue de la construction des nouvelles routes de la soie. C'est un document de travail visant à orienter l'action judiciaire afin d'améliorer le traitement des affaires commerciales internationales. Ces opinions comprennent la promotion de la reconnaissance des jugements étrangers, l'application de manière exacte des traités, de la coutume internationale et des lois étrangères. Il comporte aussi la promotion de l'arbitrage international, sachant que cette liste n'est pas exhaustive. Cependant, et c'est intéressant, la Chine vise dans ses opinions uniquement les pays situés le long des routes de la soie. Il s'agit là d'un réel traitement de faveur envers les pays situés le long de ces routes. Donc, à ce que j'en comprends, à l'échelle internationale, la Chine ne compte pas améliorer le traitement des décisions de justice étrangères sur son sol, sauf si vous acceptez de collaborer avec eux dans le cadre de leur projet. Une autre réforme notable concerne la mise en place de 2 chambres spécialisées en charge du règlement de différends commerciaux internationaux. L'objectif affiché est le règlement adéquat des litiges commerciaux internationaux avec des parties chinoises et étrangères mises sur un pied d'égalité. Enfin, la particularité consiste dans le fait que ces chambres traiteront exclusivement des litiges en lien avec les nouvelles routes de la soie. Ils ne feront que ça. Alors, une autre avancée, la Chine a signé la Convention de la Haye sur les accords d'élection du fort et a adhéré à la Convention TIR. Alors, si elle a adhéré à la Convention TIR, j'ai l'espoir qu'ils finissent aussi par appliquer la CMR. Enfin, on peut espérer qu'elle signe la convention assez récente sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale. D'autant plus que l'Union européenne a très récemment émis une proposition d'adhésion à cette convention. Cela pourrait permettre un climat rassurant, une sécurité juridique aux acteurs des routes de la soie. En plus, j'ai une très bonne nouvelle puisque la Russie a signé cette convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers avant-hier, le 17 novembre 2021. Donc, il ne manque plus que la Chine et la boucle sera bouclée. Donc, si la Chine suit l'Union européenne et la Russie de ce pas, la convention serait applicable tout au long du corridor nord des routes de la soie. Là, on ne peut pas faire mieux. Mais en tout état de cause, il faudra attendre encore un petit peu parce que la convention n'a que 5 signataires, elle n'est pas encore en vigueur. Pour finir sur les avancées de la Chine, la Cour suprême populaire a le 23 octobre dernier, donc assez récemment, il y a moins d'un mois, a réitéré ses fameuses opinions qui datent de 2015 en les diffusant sur son site internet. Alors, pour quelle raison elle a fait ça, je l'ignore encore, mais en tout état de cause, ça souligne que 6 ans plus tard, elle est toujours engagée dans la transformation de son système juridique interne. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour finir, en ce qui concerne les conventions internationales de transport, alors qu'un seul mode de transport semble pour le moment utopique pour effectuer les routes de la soie de bout en bout, nous sommes toujours face à une certaine imprévisibilité. Le transport ferroviaire peut nécessiter un pré- ou un post-acheminement routier
voire fluviales, et certaines routes de la soie, notamment le corridor sud, franchissent la mer. L'idéal serait un régime uniforme, tout mode de transport confondu. Or, sur le multimodal, il n'y a rien d'unifié, rien d'harmonisé. Il n'y a pas de convention internationale en vigueur à la matière. Alors oui, il y a bien la convention de 1980 sur le transport multimodal, mais elle n'est jamais entrée en vigueur et à mon avis, ce ne sera plus jamais le cas. Voilà. Aboutir à un contrat unique de transport de bout en bout, avec un régime uniforme de responsabilité de tous les transporteurs ayant concouru au transport serait la solution, et ce, peu importe le mode utilisé. Cela pourrait mettre fin au système réseau. À mon sens, l'idéal serait de pouvoir imposer un droit uniforme qui s'appliquerait tout au long des routes de la soie. Car n'oublions pas que le droit ne doit pas être un obstacle à l'innovation. Je vous remercie et je passe la main à M. Fedi et à M. Faury pour la suite. Merci beaucoup. Donc, nous allons vous parler avec Laurent Ferré de la gestion des risques maritimes en Arctique russe, le long de la route maritime nord. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, rapidement, quelques points. D'abord, on va expliquer un peu ce qu'est la route maritime nord. Ensuite, l'impact des conditions de glace qui sont l'impact de ces conditions de glace sur la navigabilité des navires. Du coup, les risques que cela fait prendre aux navires et des outils qui permettent aussi de gérer ces risques. Après, nous allons voir comment catégoriser les différents sinistres. Et puis après, nous verrons quelques exemples de sinistres et quelques statistiques sur le sujet. Sage suivante. Voilà. Donc d'abord, qu'est-ce que la route maritime nord? Donc la route maritime nord, alors c'est une zone, en fait. On parle de route, mais concrètement, c'est plutôt une zone de navigation qui se situe entre le Pacifique Nord, d'un côté, et la mer de Norvège de l'autre, ou l'Atlantique Nord. Au sein de cette partie, de cette route maritime nord ou passage du nord-est, plusieurs pays sont longés. D'une part, la Norvège, pour une toute petite partie, mais la majeure partie étant les côtes russes, donc qui va de la péninsule de Kola à l'ouest, au détroit de Bering à l'est. Quand on parle justement de cette route, on parle aussi d'infrastructures portuaires qui sont plus ou moins récentes. Il faut savoir qu'actuellement, on en reparlera un peu plus tout à l'heure, mais concrètement, on assiste à un renouveau, si vous voulez, des infrastructures portuaires. On parle aussi de brise-glace nucléaire ou diesel, avec une capacité de résistance à la glace ou différentes. Certains étant plus dédiés à ouvrir un chenal pour les navires, ou d'assister les navires, ou de les assister et donc de permettre une navigation en convoi. Mais quoi qu'il en soit, un autre élément aussi, quand on parle de la route du passage du Nord-Est ou la RMN, on parle aussi de navires qui ont besoin, pour la plupart d'entre eux, d'avoir des coques renforcées. Coques renforcées, moteur plus puissant, et donc d'avoir une casse-glace qui va de 1D, qui peut monter à 1S, et puis après on est sur la classe polaire encore au-dessus. Donc ces éléments-là, si vous voulez, s'y impliquent parfois aussi des surcoûts. C'est suivant. C'est suivant encore, puis une dernière fois, merci. Là, ce qu'on peut voir ici, en fait, donc, quand on va sur slide, ce qu'on voulait vous montrer, c'était justement un des éléments notoires du passage du Nord-Est, c'est clairement les conditions climatiques. Et ces conditions climatiques changent. Alors, on est d'accord que globalement, le trend, c'est une décroissance de la superficie et de l'épaisseur de la glace qui est censé faciliter ou qui amène les gens à se poser des questions sur la facilitation de cette côté facile d'utilisation de ce passage de manière plus régulière. Maintenant, ce qu'on voit à peu près sur la courbe, c'est que d'une année à l'autre, ça peut varier. D'une part, c'est que vous pouvez avoir des années où la couverture de glace est très faible, d'autres où elle est moins faible que les années précédentes. Et donc, il y a certaines difficultés à prédire les conditions de glace déjà d'une année à l'autre.
Et puis même sur des durées de temps relativement courtes. Sur quelques jours, on peut se retrouver dans des conditions de glace qui peuvent bloquer, qui peuvent changer et qui peuvent finalement bloquer un navire, alors normalement, a priori, ça devrait passer. Sèche suivante, s'il vous plaît. Et donc, l'autre élément, c'est ce qu'on arrive ici. Donc là, ça se voit. Là, ce qu'on voulait montrer un peu ce size-là, c'est que quand vous regardez donc, les 3 graphes, en fait, c'est un navire de type 1A, le même jour de navigation, qui part au même moment. En fonction des conditions de glace, donc si ça c'est des conditions de glace qu'on avait récupérées sur à peu près 25 ans par jour, sur les carrés de 12,5 km de côté, et ben en fonction de l'historique, et ben soit vous pouvez passer sans problème, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, soit vous pouvez presque passer un peu plus à droite, ou pas du tout, ce que vous voyez en bas. Et là, c'est vraiment... Là, on en revient un peu sur le côté difficulté à prédire la glace, et surtout cette hétérogénéité des conditions de glace en fonction des zones, qui justement font se poser la question de l'attractivité réelle et de la capacité réelle à utiliser cette route maritime nord pour du transport de marchandises de manière régulière. Je pense ici à du transport de conteneurs, par exemple. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, je laisse la parole à Laurent. Merci Olivier. Donc, comme l'a présenté Olivier, on est dans une zone particulièrement extrême. On a tendance à l'oublier. Toutefois, en effet, la route maritime nord, on est très loin de la Méditerranée, et surtout de Marseille, là où je suis. Et en effet, on est dans une zone qui est particulièrement à risque. Donc, on a des aléas qui sont nombreux, qui vont en effet, tout d'abord la glace en elle-même avec des épaisseurs différentes. Une glace qui peut très rapidement se former. On l'a vu récemment, il y a quelques jours, on en a parlé aux informations, des navires qui habituellement pouvaient naviguer se sont retrouvés prisonniers dans la glace. On a au demeurant des plaques de glace dérivantes. On a bien entendu des icebergs, on en parle aussi régulièrement aux informations. On a des températures extrêmes. On a voilà, des conditions de navigation très compliquées entre la glace, la neige, le givre qui peut se former très rapidement. Et puis, on a aussi la navigation en convoi qui représente là aussi des dangers potentiels. Donc, il en découle toute une série de risques induits qui vont en effet de l'immobilisation du navire au dommage à sa structure, dommage aux équipements, en particulier hélices, et puis ça va entraîner des manques de stabilité, des conditions très difficiles de fonctionnement, et puis ça peut mener aussi à des collisions, des incendies et finir, puisqu'on a beaucoup de juristes à l'IDIT, en sinistre, avec des accidents sévères, pertes partielles de la cargaison, dommage en effet, dommage très important au navire, échouage, pollution, et puis pour les marins, blessures, voire décès. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on a aujourd'hui toute une série d'outils qui étaient autrefois de simples consignes, de simples directives, qui aujourd'hui sont des prescriptions obligatoires, une réglementation obligatoire, et en particulier
grâce au code polaire qui a été adopté en 2014 et qui est rentré en vigueur au 1er janvier 2017. Le code polaire, qui est un amendement à la Convention SOLAS et la Convention MARPOL, que vous connaissez, y compris un amendement de la Convention STCW, donc sécurité du navire, pollution que peut engendrer le navire et formation des marins pour STCW. Donc le code polaire est venu apporter un cadre juridique de nature plutôt prophylactique qui vise à prévenir ces sinistres que nous venions d'évoquer. Et ce code polaire définit l'ensemble des risques que j'ai évoqués et insiste particulièrement sur les prescriptions relatives à la sécurité du navire, sachant que la partie environnementale du code polaire est un peu plus pauvre. Mais néanmoins, pour les rédacteurs du code, l'idée, c'était d'avoir des standards à l'échelle internationale, standards obligatoires, en vue finalement, oui, de la fonte des glaces et surtout aux nouveaux entrants dans cette zone qui nécessite tout de même une préparation très sérieuse de l'expédition, tout autant que le choix du navire qui va être exploité. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le code polaire, pour faire simple, il définit toute une série d'outils. On va dire, formalistes, formels, qui vont en effet du Polar Ship Certificate, qui est le certificat pour navires exploités dans les eaux polaires, et qui va en effet définir la capacité du navire à affronter les différents types de glaces, différents types de zones polaires, où on peut rencontrer en effet différentes épaisseurs de glace, des glaces très anciennes ou des glaces récentes, et bien évidemment dont la résistance n'est pas la même. Il définit également toute une série de prescriptions face aux températures extrêmes que le navire et l'équipage peuvent rencontrer, tout autant que la prise en considération de l'éloignement, qui est l'océan Arctique, mais c'est un petit océan. Il faut savoir que le navire peut se retrouver dans une zone éloignée de toute infrastructure, où les communications sont extrêmement compliquées, ou voire perte de communication, avec des difficultés parfois de couverture satellitaire. Donc, un certificat qui va permettre de définir finalement l'aptitude du navire à être opéré en eau polaire, puis ensuite un manuel d'exploitation dans les eaux polaires. Alors, le Polar Water Operational Manual, en fait, il définit des prescriptions fonctionnelles du navire. Et donc, des prescriptions en fonction là aussi de sa capacité à opérer en eau polaire, mais aussi capacité normale, mais aussi limite de capacité face à des situations extrêmes, notamment en cas de sinistre. Donc, ces deux outils sont fondamentaux, mais ils sont aussi complétés par exemple, le voyage planning, la nécessité pour l'amateur de définir une route pour éviter les mauvaises surprises, notamment mauvaises conditions climatiques, épaisseur de glace très importante. Et ce voyage planning est indispensable et qui complète le PSC et le PWOM. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, parmi ces autres outils, il y a Polaris. Alors, Polaris est un petit peu complexe, mais pour faire simple, Polaris est le Polar Operational Limit Assessment Risk Indexing System. Donc, c'est de l'anglais, mais c'est un peu du chinois. Pour faire simple, le Polaris définit deux indices de risque. Le premier de ces indices est le Risk Index Value, qui définit un niveau de risque
pour chaque navire en fonction des différents types de glace, et puis un RIO, un Risk Index Outcome, qui définit la capacité de navigation de navire dans certaines conditions. Et notamment avec trois scénarios, scénarios où finalement le navire peut opérer dans des conditions normales, parce que les risques sont limités, un niveau de risque beaucoup plus élevé, et puis ensuite le risque extrême, où là il est nécessaire de réfléchir à opérer ou pas, voire à être escorté par un brise-glace. Donc, Polaris n'est pas obligatoire, mais il est aujourd'hui particulièrement utilisé par les sociétés de classification, par les armateurs eux-mêmes. Également peut être utilisé par les assureurs. Et Polaris complète le code polaire. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc ici, on a une modélisation de ce que peut permettre d'anticiper Polaris avec ces scénarios à la fois médians ou extrêmes, où on voit que les conditions de glace peuvent se renforcer en fonction des périodes. Et donc, Polaris est un outil finalement de prise de décision. Ce n'est pas un simple go, no go, mais néanmoins, c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui peut permettre aussi d'anticiper certains événements. Ce n'est pas un outil parfait, mais en tous les cas, c'est un outil vraiment d'anticipation du risque et qui peut accompagner en effet l'équipage, le capitaine, dans sa prise de décision. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, ici, c'est une carte qui représente un petit peu la route maritime nord. Alors, comme l'a évoqué Olivier, c'est une zone que Vladimir Poutine veut développer. Les investissements à venir sont très importants. Il y a déjà des efforts considérables qui ont été faits pour moderniser certains équipements et certaines infrastructures portuaires. On parle beaucoup de Yamal, mais Yamal n'est pas le seul port qui a été développé. Néanmoins, les investissements sont colossaux. On parle de plus de 700 milliards de roubles, soit à peu près 9 milliards d'euros par an au-delà de 2024. Ce qui implique donc en effet un soutien très important du gouvernement russe et pour développer ces ports, pour accueillir les navires et pour attirer les trafics, puisque les ambitions de Vladimir Poutine, c'est 160 millions de tonnes en 2035. On est actuellement aux alentours de 33 millions de tonnes. Donc, il faut accompagner les développements d'infrastructures dans cette zone parce qu'en effet, elles sont encore relativement pauvres et faiblement dimensionnées. Et il faut aussi accompagner les brise-glaces qu'évoquait Olivier. Les Russes possèdent le plus grand nombre de brise-glaces au monde, entre les brise-glaces diesel et nucléaires. Donc aujourd'hui, un renouvellement de la flotte de brise-glace est en cours. Ils ont à peu près une quarantaine de brise-glace, mais les plus puissants, les plus nécessaires pour opérer dans les zones extrêmes, il faut des brise-glaces nucléaires. Et certains sont en train d'arriver. Le premier, l'avant-dernier, c'était l'Arctica. Et un prochain va arriver, j'ai oublié son nom. Quoi qu'il en soit, il faut structurer cette zone parce que elle est encore pauvre, et en particulier pour les SAR, les Search and Rescue. Les infrastructures SAR sont encore pauvres. Et ici, il y a un vrai besoin de maillage et d'investissement. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, avant de passer la parole à Olivier, je vais faire très court. On s'est rendu compte dans notre travail d'évaluation des risques dans cette zone avec Olivier et d'autres collègues que les statistiques étaient très pauvres. Il y a un manque de transparence, il faut bien l'avouer. Vladimir Poutine et la Fédération de Russie, je pense, ne jouent pas vraiment le jeu dans, on va dire, la communication sur l'accidentologie sur la route maritime nord, mais on peut le comprendre.
Et donc, depuis plusieurs années, on travaille avec Olivier et d'autres collègues pour donner une image de la sinistralité dans cette zone. Il existe différentes bases de données, mais elles sont faiblement renseignées et la taxonomie des événements, elle est souvent très approximative. Donc nous, on a fait simple et on s'est dit, on va catégoriser les événements comme on se doit de le faire. Il existe un code OMI sur les enquêtes pour les accidents maritimes qui catégorise selon trois définitions très simples. Les incidents de mer, qui sont en effet des incidents donc mineurs qui n'entraînent pas de conséquences graves pour l'équipage ou le navire ou l'environnement. Puis ensuite, on a vraiment les accidents de mer. Ça va de l'explosion à la collision, au contact avec une infrastructure, avec une fissure dans la coque, avec une pollution. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le serious casualty. Et puis ensuite, l'événement extrême, le very serious casualty, l'accident de mer très grave, où là, en effet, on va avoir la perte totale du navire, dommages à l'environnement, mort d'équipage, membres d'équipage. Donc, voilà, on a fait ce travail de catégorisation et Olivier va vous en parler plus en détail. Slide suivant. Merci Laurent. Merci Laurent. Donc, pour revenir sur ce que disait Laurent, sur le fait d'avoir la difficulté d'avoir des infos sur la route maritime nord sur le côté russe, je pense que cette carte part d'elle-même. À savoir que quand vous regardez, on a beaucoup d'informations sur la partie ouest, donc sur la partie norvégienne entre autres, et sur la partie et un peu sur la partie russe, mais vraiment la partie extrême ouest, vers Mourmansk, péninsule de Kola. On a aussi des informations sur la partie, la partie pacifique, mer d'Okhotsk, donc celle qui est entre la péninsule Kamchatka qui descend et les îles de Sakhalin, donc dans la continuité du Japon. Mais par contre, on a très peu d'informations sur la partie réellement passage du Nord-Est. En plus, quand on regarde un petit peu les types, alors là, on ne voit peut-être pas très très bien parce que c'est vrai que le schéma est un peu peut-être un peu bas, mais concrètement, la majeure partie des accidents, la majeure partie des accidents en fait qu'on a repéré concerne essentiellement des navires de pêche. L'autre élément aussi, on prend en considération, mais on verra après, beaucoup aussi concernent ce qu'on appelle les serious casualties, donc les accidents de mer graves, pas les très graves, mais juste avant. On verra ça un petit peu avant. Slide de suivant, s'il te plaît, Marie. Merci. Donc voilà. Donc quand on a repris, quand on avait un peu de difficulté à avoir cette base de données, on a pris, comme disait Laurent, avec plusieurs personnes, on a recréé notre propre base. Donc on est arrivé à peu près à 155 sinistres sur plusieurs années. On arrivait à ce résultat-là. Donc ce qui est assez parlant, quand on regarde, donc les incidents sont minimes. Le nombre d'accidents est relativement faible. Là où il y a le plus d'accidents, en fait, quelle catégorisation, on est carrément sur du accident maritime, serious casualty. Le very serious étant donc, tout ce qui était mort, perte du navire, est présent lui aussi. Et donc on voit en fonction de différentes causes. Clairement, le plus important, c'est la machine. Et quand on reprend, je crois, le côté rapport Alliance, on est à peu près raccord par rapport à Alliance, où en effet, c'est à peu près ce qui se passe. Mais l'intérêt, en fait, de ce graphe, c'est de montrer une chose qui est qui est pas mal, qui est de se dire qu'il y a peu d'accidents, mais beaucoup d'accidents graves. Ce qui veut dire que concrètement, en Arctique, le moindre événement devient grave. On est tout de suite sur cette situation-là. Et si on prend ça, en compte avec ce qu'on disait sur le faible nombre de ports, où les ports qui sont actuellement sont des terminaux pétroliers, gaziers, vraquiers, essentiellement, pour exporter. Pour passer à 100 millions, il faut être réaliste, ça se fait essentiellement sur du gaz, qui vient de la péninsule de Yaman, ça veut faire sur le pétrole et sur du charbon. C'est essentiellement là-dessus que la fédération russe
mise pour développer justement l'activité dans cette zone-là. Autre élément, et donc ça veut dire qu'il y a un vrai investissement qui est à faire là-dessus, parce qu'il y a une vraie problématique d'isolement des navires en cas de problème. Pour y arriver, c'est pas si évident que ça, parce que non seulement il y a la distance, mais les conditions climatiques qui font que c'est plus compliqué d'y aller que s'il n'y avait pas forcément dans ligne droite. S'il y a des blocs de glace qui peuvent peut-être passer, il faut les contourner, ça peut prendre du temps. Et donc, en fait, c'est ça qui est particulièrement intéressant de cette partie-là. C'est vraiment ce côté des serious casualties qui sont clairement dominantes sur cet élément-là. Si on passe au slide suivant, s'il vous plaît. Là, l'autre élément, c'est là on a voulu se regarder quid des accidents en fonction des zones et de la saison. Alors, pourquoi la saison? Alors, l'hiver et l'été en Russie, dans l'Arctique russe, n'est pas l'hiver et l'été qu'on connaît ici en termes de délai. C'est-à-dire que concrètement, l'été en Russie, sur l'Arctique russe, quand on revient sur le site de l'administration de la NSR, dans une route équivalente à la route maritime nord, en fait, l'été commence le 1er juillet et finit le 30 novembre. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que, en fait, les search and rescue de la partie est de la Russie ne sont pas ouverts en hiver. Ça, c'est le premier élément. D'où cette importance de faire un distinguo un peu entre hiver et été. Ensuite, si on regarde en termes de zone, si on ne prend pas la route maritime en tant que telle, mais la partie ouest, c'est-à-dire celle qui commence entre la péninsule entre Kara, la mer de Kara, et Kola, on se rend compte que c'est là où il y a le plus d'accidents. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi une des zones les plus densément peuplées, où il y a la plus grosse densité de ports, d'une part. Après, vous avez aussi la mer de Norvège, qui est une grosse zone d'accidents par rapport au reste. La mer d'Okhotsk, qui est là, on est de l'autre côté, sur la partie Pacifique, le Pacifique Nord aussi. Mer de Bering, on n'est toujours pas sur la partie Est. Et enfin, on arrive donc sur la mer de Kara et l'Aptef, et des Tchoukchi, donc Tchoukchouch, où là, on est vraiment sur la route maritime en tant que telle. Et donc là, il y a peu d'accidents. Donc, ce qui, quand même, est assez, nous fait nous poser cette question, parce que je reviens un peu à ce que disait tout à l'heure et ce que Laurent disait sur la difficulté d'avoir des informations, c'est qu'il y a quand même un grand nombre d'activités maritimes, une grosse activité maritime dans cette zone-là, puisque tout ce qui est gaz part de cette zone-là. Vous avez aussi du transit sur cette zone-là. Et là, bizarrement, on a très peu d'informations, très peu d'accidents. Donc, par contre, maintenant, la question, c'est comment on arrive à ce résultat-là. Qu'est-ce qui fait qu'on obtient ce résultat-là? Est-ce qu'on peut aller sur le slide suivant, s'il vous plaît? Et bien, en fait, si on regarde la raison pour laquelle on a cette différence, ça peut s'expliquer par un élément qui est essentiellement les navires de pêche. Dans notre base de données, en fait, une grosse partie des accidents concerne les navires de pêche. Les navires de pêche, et je parle sous le contrôle de Laurent, ne sont pas forcément soumis à la convention SOLAS, parce qu'ils sont en dessous de la taille minimum des navires. Et donc, ne sont pas nécessairement obligés d'avoir de correspondre aux attentes du code polaire. Mais en même temps, c'est eux qui représentent la plus grosse part d'accidents. Et quand on regarde l'activité, on verra tout à l'heure, où ça se situe, c'est plutôt sur la partie ouest de la NSR, de la route maritime nord, donc Norvège, mer de Barents, et la partie Pacifique Nord, où là, on est sur la pêche, le crabe royal, ainsi de suite. Autre élément intéressant, une fois qu'on quitte un peu le côté pêche et qu'on va sur le côté navires commerciaux, c'est General Cargo, beaucoup, pétrolier. Alors, ferry, ça c'est plus la partie, peut-être on en parlera tout à l'heure, dans les zones de pêche-usine. Mais globalement, là, on retrouve en fait les activités, les types de transport que l'on peut avoir dans cette zone-là. General Cargo, c'est-à-dire tout ce qui est exportation de matières premières, par exemple, ou tout ce qui est tout ce qui est importation, tout ce qui est supply ou approvisionnement, pardon, des en anglais, c'est on oublie les termes français, mais approvisionnement de marchandises pour les communautés du Nord, par exemple. Ça peut être ça. Pétrolier, clairement, tout ce qui sort en fait de la zone ouest, à savoir Novi, donc Novi, tout ce qui est de la péninsule de Yamal, jusqu'à l'arrivée à la mer de Kara. Là, c'est beaucoup de pétrole.
On a du vraquier aussi sec. FPSO, c'est un FPSO qui est en baie de Kola et qui sert justement de transbordement pour le pétrole brut venant des différentes zones de production dans ces zones-là. Alors, le GNL, on a peu, c'est très peu. Il y a deux, selon moi, il y a peut-être deux raisons pour cela. La première, c'est des navires qui sont assez récents, qui sont de dernière génération, qui sont des Arc 7, donc qui ont une capacité de résistance à la glace du niveau de certains brise-glaces. Donc, ils sont une capacité de résistance qui est assez importante. L'autre raison qui fait que, voilà, peut-être moins d'informations là-dessus, c'est parce que c'est relativement récent. L'exploitation de Yamal date de mémoire de 2017, a commencé réellement en 2017. Donc, on est sur quelque chose qui n'est pas si vieux que ça, en fait, par rapport aux autres. C'est le suivant. Donc là, concrètement, rapidement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on voit vraiment en fait les évaluations, les impacts de les types de navires par zone. Et donc là, on voit très bien qu'en effet, tout ce qui est ferry, c'est vraiment la Norvège que je disais tout à l'heure. Tout ce qui est général cargo, on a un peu sur la partie ouest, puis on a surtout sur la mer de Kara et mer des Chouches, donc vraiment dans la LSR. Les navires de pêche sont énormément représentés sur ce qu'on disait, la partie ouest et la partie est aussi. Donc voilà. Slide suivant. Donc, je laisse la parole maintenant pour la conclusion à Laurent. Merci, merci Olivier. Donc, on est dans une zone qui est accidentogène. On a travaillé à 2 reprises sur la création de notre base de données. Avec une première, on a travaillé sur une première décennie. Là, on est sur 20 ans. Il est certain que notre base de données n'est certainement pas exhaustive. Toutefois, elle a le mérite de catégoriser les accidents de manière, on va dire, adéquate. Et comme l'a évoqué Olivier, on est sur une zone où on a des accidents sévères, voire très sévères. On est par ailleurs, on pensait que le code polaire, finalement, l'effet bénéfique serait, oui, finalement, une réduction de l'accidentologie. Et le dernier rapport d'Alliance met en lumière qu'il y a eu quasiment une 60aine d'événements l'année dernière. Et avec une 40aine pour 2018 et 2019. Donc, ce qui veut dire qu'on a une accidentologie qui remonte. Mais on a ce qu'évoquait Olivier avec les navires de pêche qui, dont beaucoup sont inférieurs à 5000 tonnes et donc ne sont ni soumis à SOLAS ni donc au code polaire. On sait qu'il y a une accidentologie qui est importante pour ces navires de pêche. Sur l'Arctique russe, sur la route maritime nord, mais aussi ailleurs, on le sait. On a toutefois, on peut se dire, on a désormais le code polaire qui est en vigueur avec Polaris, mais on sait que il n'est pas suffisant, les juristes le savent et ils sont nombreux aujourd'hui, il n'est pas suffisant d'avoir un cadre réglementaire obligatoire, encore faut-il l'appliquer. Et puis, malheureusement, on sait que 90% des accidents sont toujours liés à l'erreur humaine, à l'élément humain. Et ici, dans cette zone, la moindre erreur peut être fatale, si je puis dire. Ce qu'il y a de positif, c'est que, en effet, la flotte de brise-glace monte en puissance côté russe. Elle est en train d'être renouvelée, bien que certains brise-glace nucléaires commencent à être très vieux, et ce qui pose des questions un petit peu comme nos vieilles centrales nucléaires de leur pérennité et de leur facteur risque, considérant l'âge de ces brise-glaces. On a des infrastructures qui sont en développement. On l'a pas évoqué dans le cadre réglementaire, mais il y a des accords SAR ou avec des exercices annuels où, en effet, anti-pollution, déploiement de moyens contre la pollution pour des événements graves. Donc, ça, c'est un élément très positif. Et puis, oui, pour finir sur la dimension risque, en effet, la typologie des accidents n'est pas forcément la même en fonction des zones, en fonction des périodes, comme l'a évoqué Olivier, mais il est difficile d'avoir des généralités parce que les accidents peuvent survenir
pas forcément avec des mauvaises conditions, pas forcément avec des conditions de glace extrêmes. Elles peuvent aussi intervenir, conditions de glace moyennes, et avec un accident, une collision, par exemple, pendant un convoi de un navire, deux navires qui vont rentrer en collision alors qu'ils sont en convoi tirés par un brise-glace. Donc, on est à votre disposition pour les questions et on vous remercie pour votre attention. Bien, merci à tous les trois, Christina, Laurent, Olivier. Je vais avoir une question donc à l'attention de Laurent et Olivier. Donc, vous évoquez la base de données sinistres de la compagnie Allianz. Savez-vous quelles polices d'assurance sont utilisées? Existe-t-il d'autres compagnies d'assurance intervenant sur ces positions? Laurent, Olivier? Laurent, tu vas répondre? Oui. Merci pour la question. Donc, on a travaillé sur l'impact du code polaire sur les compagnies d'assurance. On est sur un petit marché. Donc, en effet, on a Allianz, on a AXA, on a Guard, on a des PNI, on a McLean, on est sur un tout petit marché. Certains assureurs nous disent que ce n'est pas un marché encore en soi. Hein. Il y a une douzaine de compagnies d'assurance qui opèrent qui assurent en Arctique. Les polices d'assurance, en effet, nous, on a l'habitude, nos polices d'assurance qui prévoient une exclusion en particulier pour les zones de glace. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les compagnies d'assurance, en réalité, n'analyse pas le risque n'analyse pas le risque de manière si spéciale pour la navigation arctique. Bien évidemment, on ouvre la classe du navire, l'expérience de l'armateur dans la zone polaire. Hein, je parle aussi bien arctique que antarctique, bien que sur l'Antarctique on soit hors on est hors contexte par rapport à ce qu'on vient de présenter. On est sur des polices d'assurance classiques, mais en effet, on peut avoir des surprimes. Par contre, les exigences, hein, donc par exemple, je pense à certains armateurs à certaines compagnies d'assurance peuvent imposer un certain nombre de prescriptions spécifiques, mais plutôt dans la préparation pour être sûr que l'armateur prépare bien ses expéditions. Et le risque est évalué pas simplement que sur le ou les navires qui vont être opérés en zone arctique, mais sur le risque global que représente l'armateur pour l'assureur. Hein, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, je vous ai dit Allianz, il y a AXA. On avait, je crois, Groupama également, Olivier. Groupama, je ne sais plus s'il était dedans, mais il y avait AXA et Allianz. Oui, il y avait Garde. Garde, tout il y à avait fait. une autre en Finlande aussi. J'ai plus le nom en tête. Il y avait un courtier qui était Marche. On peut vous les donner, il n'y a pas de souci. On peut donner la liste des assureurs qui opèrent sur cette zone. Hein. Et un autre élément pour rebondir par rapport à ce que disait Laurent aussi, sur le côté surprime. Alors, c'est que qu'on l'avait interrogé, en fait, c'est un artiste qu'on avait travaillé il y a quelques temps avec Laurent. On avait interrogé comme ça un peu plus d'une dizaine de compagnies qui travaillent sur l'Arctique. Donc, globalement, il n'avait pas tout interrogé. Parce que vraiment, comme disait Laurent, c'est vraiment un tout petit marché, tu peux appeler ça un marché. Et en fait, tu disais une chose qui était assez intéressante, c'est que globalement, il n'y a pas forcément de surprime parce que les compagnies qui vont. En fait, vous n'allez pas en Arctique par hasard, concrètement. Et les compagnies maritimes qui vont en Arctique ont déjà des compétences fortes en Arctique. Ils connaissent déjà le métier, ont déjà les outils, ont déjà les équipages
qui sont formés, qui ont l'expérience pour le faire. Ils ont les navires pour y aller qui sont faits pour. Et surtout, ce que nous disait, je crois que c'était un courtier m'avait dit ça, il m'a dit que concrètement, en plus, c'était plus, on n'est pas tellement sur l'ego, mais plus un travail de partenariat à ce moment-là. Ce qu'il disait, en fait, les compagnies ont des informations, quoi, les compagnies maritimes, je veux dire, ont des informations qui sont utiles pour la compagnie d'assurance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont capables de dire non, mais là, ça passe parce qu'il y a tel et tel élément. Il y a tout à côté technique auquel elles ont accès. Et donc voilà. Je ne sais pas si on a répondu un peu à votre question, mais c'est un peu une surprise, on n'a pas forcément, en fait, a priori. Oui, non, c'est très clair. J'ai une autre question qui est en cours et qui vient juste d'arriver. Donc, je pense que celle-ci s'adressera à Christina. Donc, avez-vous des informations sur les trafics Chine-Europe? Alors, concernant le trafic Chine-Europe, si mes souvenirs sont bons, c'est environ 18 trains par jour pour l'aller. Concernant pour le retour, je n'ai pas de chiffre en tête, mais je sais que les trains repartent chargés à environ 60% en Chine. Alors, c'est vrai que ce serait pas mal si les trains repartent tous remplis pour le futur. Mais en fait, je pense que ce qui pose problème, c'est que la Chine est intéressée par l'agroalimentaire français. Mais ce qui pose problème, c'est qu'il y a l'embargo russe sur l'agroalimentaire, ce qui fait que les marchandises alimentaires ne peuvent pas passer. Alors, j'ai entendu parler d'un accord sur le fait que sur le fait que la Russie, oblige les transporteurs à mettre des scellés à l'entrée sur le territoire russe pour ne pas que les marchandises agroalimentaires soient mises à la consommation en Russie, vu que c'est interdit à cause de l'embargo. Donc, si ce procédé aboutit, les marchandises pourront traverser la Russie en toute sécurité et être livrées en Chine. Et à partir de là, les trains pourront être remplis. Bien, merci Christina. Donc, j'ai une petite question qui vient d'arriver encore. Existe-t-il une bourse au fret sur ce type de transport? Alors, une bourse de fret, si la question est bien adressée à moi, j'en ai pas connaissance. C'est une bonne question. Je vais faire des recherches, mais là, pour le moment, je ne peux pas vous répondre. Merci. Donc, voilà. Pas d'autres questions? Attendez une petite seconde. Mais écoutez, une question. Donc, connaissez-vous les stratégies des alliances maritimes sur le trafic polaire? Et Laurent? On sait que sur la route maritime nord, on sait que Maersk tous les ans fait quelques voyages, petits porte-conteneurs. On sait que c'est une zone qui est surtout, Olivier l'a mis en évidence, on est sur un trafic surtout de matières premières, hein, pétrole, gaz, minerais. Hein. Sauf erreur de ma part, la zone n'est pas couverte. La zone n'est pas couverte par les grandes alliances maritimes à ce jour. CMA-CGM a dit qu'il n'opérerait pas dans cette zone, mais considérant le réchauffement climatique et l'accessibilité plus grande de cette zone, il n'est pas dit que dans quelques années, si les alliances continuent d'exister telles qu'elles le sont aujourd'hui, il n'est pas dit que, bien évidemment, elles viennent à intégrer cette zone géographique dans le champ d'application de leur Vessel Sharing Agreement ou autre. Bien, Olivier, une réaction? Non. Voilà, je pense que Laurent a été clair, c'est qu'en effet, il n'y a pas de conteneur pour l'instant sur la partie arctique, parce qu'on n'est pas on sait quand vous partez, mais on ne sait pas quand on arrive. Il faut les transports de conteneurs, on sait qu'on doit savoir quand on arrive, c'est important.
Après, des accords, oui, il y a des tentatives, il y a des... non, à ma connaissance, il n'y a pas d'accord d'alliance maritime en tant que tel sur cet aspect-là. Très bien. Eh bien, écoutez, vos interventions ont l'air d'avoir été très complètes puisque je n'ai pas d'autres questions. En tout cas, merci à tous les trois pour vos réponses. Je rappelle aux participants qu'ils ont toujours la possibilité de vous adresser hors webinaire via les adresses mail, vos adresses mail qui sont dispo donc à l'écran, toute question qu'ils jugeraient utile de vous poser. Je profite avant de nous quitter que ce webinaire a été enregistré, qu'il sera prochainement disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, pour l'ensemble des participants, un lien vous sera communiqué par mail. Me reste à vous remercier tous les trois, tant pour la qualité de vos interventions que de vos réponses. Et bien sûr, merci à tous pour votre participation. Je vais donc clôturer ce webinaire. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.